Bonjour à tous, nous allons commencer donc cette deuxième table ronde. Alors donc je suis donc Émilie et comme expliqué donc en début de journée, donc je suis en charge d'animer cette seconde table ronde. Donc avant toute chose, je tiens à souhaiter la bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors donc cette table ronde donc s'intitule la RSE et la relation client. Donc, pour rappel, la responsabilité sociétale donc, des entreprises donc, désigne pour les entreprises la prise en compte donc, des enjeux sociaux et éthiques donc, dans leurs activités. Donc, nous allons aborder donc, ce thème de manière générale, mais également avec la prise en compte du handicap dans une entreprise. Donc, je vais vous présenter les différents intervenants donc, que nous avons dans cette table ronde. Alors, donc, nous avons Stéphanie Laurence-Brion, qui est directrice donc, de programme stratégique immobilier chez Orange et qui travaille chez Orange depuis plus de 11 ans. Elle intervient donc également à l'école Sup de Vente à l'Université de Nanterre et à donc l'école c'est l'école supérieure donc, d'électricité. Nous avons également donc, Caroline Mittan, qui est présidente directrice générale de Swordline Development, qui est le numéro 1 dans la relation client pour les sourds depuis 2008. Et nous avons Mourad Atarsa, qui est un enseignant-chercheur à l'ISM IAE de Versailles-Saint-Quentin, qui est également titulaire de la chaire qualité et relations clients, donc en partenariat avec la Poste et la Fondation. Et il est également le directeur de notre master management qualité et relations clients. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat qui se trouve en bas à droite et les intervenants donc, y répondront à la fin de leur intervention. Donc, pour commencer cette table ronde, je vais poser une première question à Caroline Mittan. Vu que dans votre présentation, j'ai pu parler du fait que vous êtes donc la PDG de Swordline Development. Donc, pour vous, pouvez-vous nous en dire plus sur Swordline, sur son histoire et la place qu'occupe donc le handicap? Bonjour à tous, déjà merci beaucoup de m'avoir convié à cet événement et à la belle organisation. Alors Swordline vient d'une expérience personnelle, une expérience de vie, comme l'a dit Marie-Lou tout à l'heure, celle de la famille Bélier. Je pense que beaucoup l'ont vu ce film. Alors je ne chante pas comme Louane et je vous ferai pas une démonstration, mais j'ai vécu le parcours de parents sourds dans le quotidien, dans leur démarche en tant que cliente, consommateur ou administré. Donc, très rapidement, j'ai compris que c'était une vocation pour moi. Donc, je me suis lancée dans la voiture après avoir accompagné des startups. Et en 2004, j'ai monté un premier service où les personnes sourdes, en fait, qui ne pouvaient pas téléphoner, passaient par mon service, achetaient un abonnement et on pouvait téléphoner pour eux par webcam et par chat. On est en 2004. On parle du handicap, on parle de relations clients, on parle de téléphone, on parle de coûts. Ça a été un moment un peu compliqué où il a fallu un peu que je m'impose et que je fasse le choix de dire le handicap, bah oui, c'est une opportunité business aussi. C'est pas que du bénévolat. Enfin voilà, ça a été un peu compliqué pendant 2-3 ans de me positionner sur le sujet et d'imposer les valeurs de ces personnes-là. C'est les personnes sourdes qui achetaient une prestation pour pouvoir téléphoner à leurs médecins, aux entreprises, aux services clients. Je me suis dit, c'est pas à eux de prendre en charge ce coût. Il fallait que ce soit les enseignes qui prennent en compte ce besoin de les joindre par téléphone pour ces personnes sourdes en webcam et en chat. Donc j'ai transformé le modèle qui est devenu Swordline en 2008 où ce sont les enseignes qui se rendent accessibles aux personnes sourdes. Donc sur le site internet d'une enseigne, la personne sourde va sur la page contact, comme on le ferait nous pour trouver le numéro de téléphone. Elle trouve le bouton d'accessibilité pour les personnes sourdes. Elle arrive sur une page où elle choisit la webcam et le chat et elle arrive sur un espace qui lui est dédié où elle peut soit communiquer avec un conseiller sourd qui a été formé par l'enseigne comme un téléopérateur que vous avez au téléphone et donc le sourd va pouvoir répondre aux sourds, soit ce sont des interprètes en langue des signes qui vont appeler l'enseigne et qui vont faire la traduction. Donc c'est une relation tripartite. Voilà, donc ça c'est vraiment le métier de Swordline, c'est un centre de gestion de la relation client adapté aux personnes sourdes. D'accord, merci. Non, je voulais dire que notre vocation, c'est aussi d'insérer dans cette gestion de la relation client des collaborateurs sourds, de créer un nouveau métier, celui de vidéo conseiller, et vraiment de les impliquer dans tout ce parcours client dans lequel jusqu'à présent ils n'étaient pas. Alors,
pas reconnu, c'est pas ça, mais on ne comprenait pas qu'ils puissent avoir aussi besoin, parce qu'on s'est dit, ben, ils peuvent pas téléphoner, je comprends, mais il y a le mail, il y a le chat, il y a plein de technologies, alors qu'il faut vraiment des choses adaptées. Donc c'est vraiment, la vocation, c'est d'inclure, d'insérer, de faire participer aussi des collaborateurs sourds dans ce métier de la relation client. Très bien, merci beaucoup pour votre intervention. Donc, c'est très intéressant. Et donc, comme vous avez pu le spécifier, on voit que la prise en compte des personnes en situation de handicap est au sein d'une entreprise donc, qui est très importante et encore donc, peu présente. Donc, maintenant, je vais poser une question à vous, donc Stéphanie Brion. Comment le handicap, d'après vous, est-il venu transformer donc, les pratiques de la relation client? Alors d'abord, merci à Madame Mitane, parce que je suis personnellement handicapée malentendante. Mais je fais partie des gens qui sont encore capables d'être connectés avec des outils spécifiques. Voilà. Et merci à vous les filles et à toute l'équipe, parce que bravo pour ce que vous avez organisé aujourd'hui. Alors, la prise en compte du handicap dans l'entreprise, il est attendu à deux niveaux. C'est à la fois attendu de la part du salarié. Aujourd'hui, des entreprises comme Orange, on n'imagine pas qu'on puisse ne pas être attentif à nos salariés qui ont un handicap. Alors, on parle de la surdité, mais ça peut être d'autres handicaps. Certains sont moins visibles que d'autres. Hein. C'est quelque chose de complètement intégré et intégrable. Et ça fait partie de la façon dont on va réfléchir les projets, dont l'entreprise va accompagner le salarié pour qu'il puisse être partie prenante complète des projets, de la perspective d'entreprise, de l'attention à l'entreprise. Hein. Par ailleurs, le salarié attend aussi ça en tant que marque employeur envers l'extérieur. C'est-à-dire que ne pas être en capacité de répondre à un client au motif qu'il a besoin d'un langage spécifique, hein, que ce soit un langage par les signes ou que ce soit de lui envoyer un contrat à signer en dématérialisé pour un aveugle, c'est quelque chose qui est aussi compliqué, hein, vous pouvez imaginer. C'est quelque chose que l'employé n'accepterait pas. Aujourd'hui, il faut savoir, alors ça c'est un petit peu un code culturel, il faut savoir que les Français sont parmi les nations les plus aidantes au handicap et les plus intégratrices. Et c'est un attendu, je vous dis, à la fois côté salarié et à la fois côté, on est représentant d'un employeur qui va accompagner le handicap. Alors, on n'est pas les seuls. Hein. Vous avez la SNCF. Vous ne vous imaginez pas d'arriver à un guichet de la SNCF et ne pas voir la boucle T. Vous avez les théâtres, vous avez les assurances, vous avez les banques. Aujourd'hui, l'intégralité, j'ai envie de dire, des entreprises qui ont une vraie attention aux clients vont porter ces messages de comment accompagner des clients qui ont des difficultés de communication ou même de déplacement. Vous avez tous en tête des entreprises où quand vous arrivez devant le magasin, faites-nous signe, on a de quoi vous permettre, si vous êtes PMR, c'est-à-dire personne à mobilité réduite, on a de quoi vous accompagner là-dessus. C'est un attendu aujourd'hui, hein, ça fait partie, on n'est même plus en train de le porter en termes de message, on serait montré du doigt si on ne l'avait pas, mais c'est un attendu et de nos équipes et de nos clients. Très bien, merci beaucoup. Maintenant, je vais poser la même question donc, à Mourad Atarsa, d'un point de vue plus global et d'un point de vue social. Donc, comment la RSE est venue transformer donc, les pratiques de la relation client d'après vous? Bien. Est-ce que vous voyez, vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Écoutez, si on prend la relation client de façon générale, hein, donc sans précisément nous intéresser aux personnes en situation de handicap, en fait, le consommateur en tant que tel fait partie des parties prenantes, justement, qui s'imposent à toute entreprise, bien entendu, et notamment dans les approches de la RSE.
C'est-à-dire quand on s'intéresse à la responsabilité sociale des entreprises, dans le terme de social, il y a effectivement cette partie prenante importante qui est le consommateur. Mais de façon plus générale, que sont les citoyens parce qu'un consommateur, c'est aussi un citoyen. Alors, qu'a changé la notion de RSE dans la relation client? Justement, c'est ce rapport. C'est-à-dire que dans l'approche classique, je dirais, de l'entreprise, la relation client est basée sur une relation de type économique. Donc, le client cherche un service, un produit, une qualité, une performance donnée, un prix. Dans la RSE, dans l'approche de la RSE, le client, c'est aussi un citoyen. Et donc, il va avoir d'autres types d'attentes vis-à-vis de l'entreprise. Et c'est ça, en fait, qui a beaucoup changé ou qui peut changer beaucoup la relation client dans une perspective de RSE. C'est que les attentes du client consommateur ne sont pas nécessairement convergentes avec les attentes du client citoyen. Alors, par exemple, aujourd'hui, un client citoyen va attendre, par exemple, le respect d'un certain nombre de valeurs. Donc, ça renvoie effectivement à de l'éthique. Ça peut être la façon dont l'entreprise va se comporter vis-à-vis de ses salariés. La façon dont l'entreprise va, par exemple, respecter ou non la loi. La façon dont l'entreprise va prendre en compte des demandes de la société de façon générale. Et donc ça, c'est un point qui est très important parce que les critères d'achat, si on parle de façon, je dirais, économique, ne seront pas seulement des critères, je dirais, de nature, voilà, de nature économique, de nature classique, liée à la qualité, au service, mais ça va être, par exemple, voilà, est-ce que l'entreprise avec qui je vais avoir cette transaction économique, est-ce qu'elle respecte, par exemple, certaines valeurs éthiques et c'est ce qui peut amener à des situations très délicate, par exemple, où il peut y avoir une forme de schizophrénie, où le client consommateur peut ne pas être d'accord avec le client citoyen. Le client citoyen, il va attendre, par exemple, la protection de l'environnement. Il va attendre une forme de solidarité ou de bienveillance. Il va au-delà des aspects purement économiques. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va changer, qui peut changer la relation. Je dis qui peut parce que la RSE, n'oubliez pas que c'est une démarche qui est volontaire, qui reste volontaire de la part des entreprises. Les entreprises ne s'engagent pas de la même façon dans ces approches de la RSE. Mais si on prend d'un point de vue purement normatif, l'ISO 26000 qui définit les grandes lignes des approches RSE, il y a un des chapitres, je dirais, de la norme 26000 porte sur la relation avec le consommateur. Donc, c'est quelque chose qui est fait au cœur de la relation. Le deuxième point qui a changé, qui peut changer, c'est justement la prise en compte de cette dimension dans le marketing. Donc, aujourd'hui, on parle de stakeholder marketing theory, c'est-à-dire qu'on va avoir un marketing qui prend en compte justement ces différents types de besoins. Et donc, ça se traduit par exemple par par un marketing ciblé sur des arguments, par exemple, qui n'ont rien à voir avec la performance d'un produit ou sa qualité. Par exemple, l'origine géographique d'un produit. Vous voyez, on voit par exemple McDonald's qui met en avant l'origine française ou européenne de ses produits. On voit des distributeurs qui mettent en avant cela. Le Made in France, par exemple, qui se développe. Ce sont des critères qui, fondamentalement, effectivement, vont jouer sur la relation client, mais qui relèvent effectivement d'autres paramètres, qui sont plutôt des paramètres sociétaux, la proximité, travailler avec des producteurs locaux, le commerce équitable. Voilà des éléments qui vont changer la nature de la relation client. Et puis, le dernier point qui peut changer, Madame Mitan l'a dit, c'est que la RSE peut être aussi source d'opportunités. C'est-à-dire qu'on peut avoir des modèles d'affaires basés sur justement des valeurs, basés ou qui visent par exemple une population particulière. Et donc là, par exemple, on va retrouver des modèles d'affaires dans le domaine du bio, dans le domaine de l'éthique, du partage, ou même des statuts juridiques, donc qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Donc on peut faire du business, mais avec certaines valeurs. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas d'antinomie nécessairement
entre une approche, je dirais, purement opportuniste, hein, c'est-à-dire des opportunités de business, et puis la défense de certaines valeurs. Voilà, pour ne pas trop m'étendre, quelques éléments d'impact de la RSE sur la relation client. Merci beaucoup, Mourad Atarsa, pour votre retour. Donc, comme vous avez pu le spécifier, la prise en compte donc, des personnes en situation de handicap se généralise et elle ne se présente plus que comme un simple argument marketing, mais elle est bel et bien donc, ancrée dans les cultures des entreprises. Donc, les attentes des clients ont également évolué. Donc, toujours, Mourad Atarsa, ainsi, comment cet aspect de la RSE trouve-t-il sa place dans l'entreprise et si vous avez davantage d'exemples à nous donner à ce sujet? Alors, je ne sais pas si vraiment c'est quelque chose qui est, mais Madame Itane et Madame Brion pourront nous dire qu'ils connaissent mieux peut-être ce sujet sur le handicap. Je ne suis pas sûr que ça soit rentré que cette dimension soit rentrée dans les stratégies des entreprises complètement. Moi, ce que je note, c'est si on reprend tout simplement les différents niveaux de responsabilité de l'entreprise à la fameuse pyramide de Carroll, effectivement, le premier niveau qui est le niveau économique, c'est de dire, voilà, c'est ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire que en fait, on peut s'intéresser au handicap parce que ça correspond à une demande du marché. Et donc, je vais élaborer une offre, un service, une prestation par rapport à ça. J'ai noté que, je vais aller me renseigner, il y avait 12 millions de personnes touchées par handicap en France. Donc, on peut dire que ces 12 millions de personnes, de façon très, très prosaïque, hein, c'est-à-dire, voilà, ça constitue un segment de marché particulier et on peut s'adresser, effectivement, donc il n'y a rien d'immoral à le faire, voilà, en disant, j'ai une technologie qui s'adapte à ces personnes ou des services particuliers, et donc, ça peut être là aussi une source de business. Il y a un deuxième élément qui peut apparaître, c'est celui de la réglementation, simplement. C'est-à-dire que je le fais, l'entreprise va effectivement adapter sa stratégie aux personnes en situation de handicap parce qu'elle y est obligée, parce que la loi y oblige. Alors, j'ai noté au moins deux éléments réglementaires importants. Par exemple, c'est la réglementation sur l'accessibilité dans les lieux qui accueillent des publics. Donc, ça veut dire que l'entreprise doit adapter ses services, et notamment par exemple, les services de la relation client ou l'accueil de ses clients en situation de handicap. Donc, ça, c'est un élément qui est important. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, toutes les entreprises ne l'appliquent pas. J'ai vu, par exemple, si je prends le cas de la RATP, que je crois qu'il n'y a que la ligne 14 qui est complètement accessible aux personnes en situation de handicap, moteur. Donc, ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire. Mais la loi, la réglementation, la contribue aussi à ça, c'est-à-dire qu'elle pousse bien sûr les entreprises à se conformer à la loi. Madame Itane parlait effectivement de la genèse de son entreprise. Donc aujourd'hui, il y a une loi en 2018 pour les publics numériques qui rend obligatoire l'accès aux services numériques aux personnes en situation, les personnes sourdes ou malentendantes. Donc là aussi, j'imagine que c'est un élément qui va encourager les entreprises à faire appel à vos services. Donc ça, c'est le niveau, je dirais, qui est réglementaire. Alors au niveau des exemples, j'avais noté justement, par exemple, Total, Leclerc, Free ou Carrefour, qui font appel à ce type de services pour permettre à leurs clients malentendants ou sourds d'avoir accès à ces services. Le troisième niveau de la RSE, qui est le niveau qui est plutôt de l'ordre des valeurs, c'est-à-dire tout ce qui est au-delà de la loi, et c'est ça en fait la RSE, c'est aller au-delà de ce que la loi nous impose. Hein, donc, ça peut être effectivement de défendre peut-être certaines valeurs, alors pas de façon complètement désintéressée ou parce qu'on a aussi une approche un peu militante. On peut avoir aussi des types d'approches. Hein, donc, je pense à l'économie sociale et solidaire, ou ça peut être dans le secteur non marchand, mais ça peut être aussi dans une perspective d'image et de réputation. Et ça, c'est très important. Par exemple, j'ai noté que Turkish Airlines, dans les compagnies aériennes, édite des billets ou des tickets d'embarquement en braille pour ses clients malvoyants. Donc ça, c'est un élément aussi qui va contribuer à son image
à son image de qualité, de proximité des clients, à son souci aussi, à sa bienveillance. Et ça, c'est un élément qui est important. Donc moi, voilà, je voyais l'intégration des clients en situation de handicap dans la stratégie à ces trois niveaux. Économique, donc d'opportunité, réglementaire, on est contraint et on essaie effectivement de se conformer. Et tout à l'heure, on parlait aussi des salariés en situation de handicap. Il y a aussi une loi en France qui oblige les entreprises à avoir 6% de leur effectif qui sont en situation de handicap. Et ça a contribué, bien sûr, à l'employabilité, à l'emploi plutôt, des personnes en situation de handicap qui, je le rappelle, le taux de chômage est le double du taux moyen français, hein, pour les personnes en situation de handicap. Et puis, les valeurs, l'éthique, qui peuvent aussi être des moteurs, bien entendu, dans notre société. Merci beaucoup pour votre retour. Donc maintenant, je vais poser la question à Stéphanie Brion. Donc plus largement que le handicap, comment la RSE trouve-t-elle sa place dans l'entreprise? Et également, si vous avez des exemples à nous donner. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit peu un rappel historique en m'appuyant à la fois sur ce qu'a dit Mme Mitane et ce qu'a dit M. Atarsa sur la partie valeur de client. Il y a quelques années, très peu de temps d'ailleurs, hein, on va dire 2-3 ans en arrière, la RSE, c'était un mode de communication. Hein, c'est devenu très rapidement un mode de communication. Ça devait être positionné dans l'entreprise pour montrer que l'entreprise faisait des choses. Vous avez bien tous vu McDo qui est devenu vert. Les produits n'ont pas changé, mais il est devenu vert, donc il a semblé plus orienté autour du respect de l'environnement. Le papier recyclé, on a vu arriver ça sur les photocopieurs, les programmes de plantation d'arbres, les programmes de formation sur certains quartiers. Et il y a eu beaucoup de communications, d'attendus qui ont été portés vers les clients en disant ben, nous, on porte de l'éthique, on porte des messages autour du respect de l'environnement, autour du respect des équipes, autour de la formation, les fondations dans les entreprises. Ça a été une période et puis je pense qu'on a passé un vrai cap il y a 2-3 ans avec un vrai besoin où on avait une attente de certification. Ça, c'était la deuxième étape. Comment on traduit le fait de communiquer en le démontrant? C'est la certification, ce sont les éléments de recyclage, vous avez les écocert, vous avez les certifications 14001, vous avez la mise en place des poubelles de tri dans les entreprises. Et puis là, je crois qu'on arrive à une autre étape, une étape beaucoup plus ancrée sur la manière de fonctionner et de la réponse aux valeurs des clients. Vous soulignez, Monsieur Atarsa, si on prend des entreprises, la slow fashion, hein, vous êtes tous au courant que la mode qui changeait tous les 15 jours, que nous a poussé Inditex et Zara, aujourd'hui, ben, il y a un vrai mouvement. On consomme mieux, plus qualitatif, dans le respect de l'endroit où est produit le coton, mais pas que. Je vais prendre des produits que vous connaissez, que vous avez vus depuis votre plus tendre enfance. Nutella, aujourd'hui, si vous regardez les publicités, ce n'est plus autour de on vous donne de l'énergie. Hein, ce qui était un enjeu client peut-être il y a quelques années, c'est, vous savez quoi, les produits, c'est fabriqué en France. J'oublie de vous dire que l'huile de palme quand même tue des orang-outans, mais ça viendra. Ferrero est en train de modifier aussi ses communications. Alors ça s'est un peu bouleversé avec les événements qu'on a vécus, mais bien sûr, ce sont des éléments qui vont venir. Autre type de valeurs, parce que ce sont aussi des valeurs. Regardez Kinder. Les publicités de Kinder il y a 2 ans, 3 ans, c'était quoi? C'était vous avez besoin d'énergie, on vous met du lait, on vous met du sucre et vous avez du chocolat. Aujourd'hui, les publicités Kinder reviennent autour de valeurs fondamentales qu'attendent les clients, autour de moments familiales partagés. Voilà. Et on voit bien que ces éléments-là, l'entreprise, si elle n'y répond pas, elle va passer à côté de quelque chose. Je finirai par 2 illustrations qui sont autour de cette RSE. On peut parler de 2 succès. Si vous prenez Michel et Augustin qui sont arrivés dans un marché mature de biscuits et de
produits apéritifs. Ils ont trouvé leur place. Pourquoi? Parce qu'ils ont communiqué et ils se sont ancrés autour de la qualité du produit. Qui dit qualité, respect de l'environnement, circuit court, répond aux besoins des clients. Vous avez un deuxième exemple, c'est regarder la place dans un supermarché sur l'évolution de la place prise depuis 3 ans autour du vrac, autour du bio, autour des produits faits en France. Et je finirai par une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques semaines. Je vais un samedi matin dans le Super U du coin, hein, pour le citer, rayon biscottes. Eh bien, à 10 h du matin, vous n'avez plus de biscottes Super U parce qu'elles sont en farine de froment français sans huile de palme. Il vous reste le rayon Eutbert qui est juste à côté et rempli de produits disponibles. Voilà. Donc ça, c'est pas moi, c'est pas la marque, c'est bien le consommateur qui fait ses choix. Et nous, consommateurs, nous accompagnons à cette stratégie d'entreprise. Et je donnerai, je finirai sur l'organisation de l'entreprise. La RSE n'est plus une partie de la communication comme elle l'a été. Hein. Elle est aujourd'hui une équipe à part entière qui va être un moteur pour enclencher la stratégie 2025. Merci beaucoup, donc Stéphanie Brion et Mourad Atarsa pour vos recours qui englobent donc les aspects de la relation client de manière générale, mais également avec de nombreux exemples qui sont très enrichissants. Donc maintenant, je me tourne donc vers vous, Caroline Mitane. Du point de vue de votre entreprise, quels sont vos enjeux en termes de RSE et si on se focalise donc sur la prise en compte des personnes en situation de handicap? Je vais juste revenir sur ce qu'a dit Mourad tout à l'heure sur la réglementation. Alors, moi, j'ai connu le avant la loi et après la loi, et j'ai vu une différence absolument énorme et qui me gêne encore aujourd'hui et qui me perturbe encore aujourd'hui. Le avant, c'était je m'engage, j'ai vraiment envie de faire pour ces clients sourds parce que je comprends le besoin, je comprends aussi l'intérêt économique, etc. Et là, après là où là, je suis obligée, bon, allez, ok, on va le faire, il faut que j'apprenne à la loi, point final. Je trouve ça très dommage, je le vois quand même très très souvent. Je trouve ça blessant aussi pour ces clients. Donc voilà, les réglementations, c'est bien, ça fait avancer les choses et tant mieux, il y a plus d'accessibilité. Mais attention, mais moi je sens c'est bon, je l'ai fait, comme dirait Marie tout à l'heure, j'ai bonne conscience, il y a le bouton qui fonctionne, etc. Moi jusqu'à présent, depuis le début de Sourline, j'ai été absolument, très rarement en contact avec la RSE, étonnamment. Toujours les directeurs de la relation client, un peu le marketing et la communication, mais directement la relation client, et très très peu la RSE. Et le dernier rendez-vous que j'ai fait avant le confinement, je suis allée chez un de nos futurs clients pour la réunion de kick-off. On s'est installé, ils avaient invité la RSE à cette réunion, et la responsable RSE était absolument choquée de ne pas avoir été au courant de ce projet, de ne pas avoir été impliquée dans ce projet. Donc ça a été assez tendu au départ, mais ça n'a jamais été mes interlocuteurs. C'est pas avec eux qu'on a mis en place. Et aujourd'hui, moi, je suis plutôt là pour, justement, j'ai besoin de la RSE, des équipes de RSE pour, comme vous le disiez tout à l'heure, Mourad aussi, aller plus loin que la loi, aller plus loin que ce fameux bouton. Et c'est aussi positionner les collaborateurs sourds à répondre aux clients et pas seulement ce bouton de traduction. Donc, c'est aussi gérer tout ce parcours client, c'est je réponds aux clients. J'appelle aussi les plateaux chez l'enseigne, eux, ils sont sensibilisés au handicap. On sensibilise aussi les entendants qui vont découvrir ce service accessibilisé et qui seront fiers de l'enseigne. Donc, on touche bien de choses, mais c'est encore beaucoup, malheureusement. Bonne conscience, je réponds à une loi. Voilà, donc aujourd'hui, on a besoin, nous, chez Sourline, de rencontrer la RSE pour pouvoir aller plus loin, pour qu'il y ait encore plus de considération et pas simplement on a fait notre boulot, mais vraiment de se dire le sourd à ce moment-là, il a besoin d'aller plus loin parce qu'on ne peut pas le rappeler. Donc comment on fait quand il veut prendre rendez-vous et que le technicien se déplace sur place? Je fais comment? Là, il faut traduire aussi, donc il faut mettre en chose les choses. Donc on est vraiment en position où nous, on préconise les choses, on accompagne. C'est pas seulement un outil. Et je constate aujourd'hui que c'est qu'avec la RSE qu'on va pouvoir faire ça. Qu'on est arrivé à un moment où on s'est fait du bien, on répond à des clients,
On voit aussi l'acquisition de nouveaux clients qui se fait, c'est très communautaire, donc on voit cet aspect fidélisation qui se passe bien. Mais après, s'il faut aller plus loin, aller voir les autres. Donc maintenant, il faut qu'on aille plus voir la RSE. Et aussi, je suis toujours quand même hyper étonnée qu'ils ne soient pas au départ dans la boucle. Ils ne sont vraiment pas. Si je vous parle de 3%, c'est vraiment que 3% de la RSE que je rencontre. Donc c'est absolument étonnant. Merci beaucoup pour votre retour, qui nous permet d'avoir un retour d'expérience très concret et qui met également en avant le fait qu'on s'aperçoit en fait que la prise en compte des personnes en situation de handicap au sein des entreprises est encore un réel défi pour eux. Donc la prochaine dernière question que je vais vous poser, donc elle sera posée à vous trois et sera adaptée donc, par rapport à votre cursus. Donc je vais d'abord commencer par vous, Stéphanie Brion. Donc, en quoi pensez-vous que la crise sanitaire va impacter le rôle de la RSE dans la stratégie d'entreprise? Alors moi, je crois que cette crise sanitaire, elle va impacter la RSE à deux titres. D'une part, sur la prise en compte de l'humain. Les entreprises, en tout cas celles dans lesquelles je travaille et celles avec lesquelles je travaille, ont toutes eu immédiatement le souci d'être attentives à leurs clients, salariés, clients partenaires, mais vraiment attentives. Cette attention, en fait, au-delà, va avoir des conséquences assez importantes sur la RSE. On l'a vu, les absences de déplacement, l'utilisation du papier. On est tous, je vais prendre une entreprise comme Orange, on est 85 000 en France, toutes équipes confondues. Sur les 85 000, nous avons été plus de 75 000 à être immédiatement connectés dans les 10 jours et à travailler depuis de manière distante. Ça veut dire qu'on ne se déplace plus, donc impact sur la consommation carbone. On imprime beaucoup moins chez nous qu'on imprimait facilement au bureau. On a un développement des outils électroniques et j'ose espérer que ça aura un impact dans la durée sur la façon de recruter, sur la façon de signer les contrats. Les banques ont mis ça en place aussi très rapidement, avec les notaires. Voilà, donc les retours d'analyse salariée que nous avons hebdomadairement sur l'entreprise poussent à continuer cette démarche et à réfléchir sur une nouvelle façon de travailler dans le futur. Nous ne sommes pas représentatifs de toutes les entreprises, j'en suis bien consciente. Mais sur des entreprises comme Orange, on voit que ça va avoir un vrai impact sur les transports, le confort salarié. Je ne sais pas vous, mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, le stress que j'avais le matin en me disant à 7h moins 10, si je ne suis pas dans ma voiture, j'ai 1h30 de transport pour aller vers Paris, vous savez quoi, aujourd'hui, je ne l'ai plus. Alors, je ne bosse pas moins, mais je bosse différemment et beaucoup plus détendue et dans des environnements où je profite d'un travail à distance. Voilà. Je crois qu'il y a eu une prise de conscience, on va passer à une autre étape en mode de travail et ça va avoir un vrai impact sur l'environnement. Merci beaucoup. Donc, comme vous avez pu le dire, on voit que ça a revu notre façon de travailler. Donc maintenant, je m'adresse à Mourad Patarsa. Donc, quelles sont les tendances en matière de RSE et de quelle façon donc la période de la crise va-t-elle venir renforcer donc ces tendances? Alors oui, alors on peut répondre à deux niveaux. C'est vrai que si on prend à court terme, pour rebondir ce que disait Mme Brion, c'est vrai que dans la situation actuelle de crise, même si c'est un peu trop tôt pour faire un bilan de cette situation, mais on peut dire que finalement, et tout à l'heure ça a été dit, on revient à ce qui est utile finalement. On revient à l'utilité sociale. Par exemple, quelles sont les entreprises qui sont indispensables à la vie sociale? Et on a bien vu, c'était le transport, la collecte des déchets, c'est la santé, bien entendu. Donc, on revient à ce qui est utile à la société. On revient aussi
aux priorités, aux valeurs. Quelles sont les valeurs primordiales, donc des valeurs de solidarité, de proximité, de partage, de bienveillance. Et donc c'est vrai que la crise exacerbe en fait finalement ces valeurs et rejette peut-être d'autres valeurs qui semblent moins importantes. L'humain aussi, donc l'humain bien sûr au sein des organisations, bien entendu, mais l'humain tout court, puisque c'est retrouvé beaucoup plus famille avec ses proches, et ainsi de suite. Donc ça, je dirais, c'est un peu à court terme par rapport à cette situation de crise. Maintenant, si on voit un peu à moyen ou long terme par rapport à la notion de RSE, et si on voit dans cette perspective de relation client, moi, ce que je vois, et c'est pour là aussi revenir sur ce que je disais sur la transformation du client consommateur versus client citoyen, c'est effectivement que l'on a maintenant, enfin, à mon avis, de plus en plus des clients qui intègrent cette notion de valeur citoyenne, d'exigence citoyenne dans leur acte d'achat et qui vont effectivement finalement faire de leur acte d'achat en fait un moyen pour promouvoir des valeurs sociétales au sens large du terme. Donc les clients engagés, je crois que quelqu'un posait la question en chat sur le client engagé. Effectivement, on a des clients engagés. J'ai trouvé un sondage en 2018 qui disait que 65% des Français choisissent d'acheter ou de boycotter une marque en fonction de ses prises de position. C'est énorme, c'est-à-dire si une entreprise peut perdre 2/3 de ses clients à cause de ses prises de position, ça peut être ses prises de position sociale, ça peut être son comportement, je sais pas moi, par exemple sur l'optimisation fiscale ou la façon dont elle traite ses salariés. Ça veut dire qu'effectivement, ça peut constituer un levier très important pour le client pour faire changer finalement l'entreprise dans un sens qui soit plus conforme aux valeurs qu'il défend. Donc, moi, je pense que le client, aujourd'hui, ne peut pas être réduit seulement à sa fonction de consommateur, mais qui doit être pris en compte dans sa dimension sociale, dans sa dimension politique, même parce que c'est un peu la finalité de la RSE, c'est que derrière les aspects, je dirais, d'éthique, de morale, il y a des aspects stratégiques, hein, Stéphanie Briand l'a souligné, on va intégrer dans sa stratégie, bien sûr, ces aspects de RSE, de protection de l'environnement, conditions de travail, ainsi de suite. Mais il y a aussi une dimension qui est politique, c'est-à-dire finalement quelle est la place de l'entreprise dans notre société et quelle forme d'entreprise on veut avoir en fait dans notre société. Et moi, je pense que les clients aujourd'hui réclament finalement des traités en citoyens. Alors, j'avais noté en citoyen intelligent et responsable. Intelligent, ça veut dire qu'on ne s'adresse pas seulement à ses émotions, on s'adresse aussi à sa raison et à sa façon de faire. C'est-à-dire que donc il ne va pas seulement être intéressé par justement, par exemple, des arguments publicitaires, des arguments sur voilà, qui mettent en exergue certains aspects, je dirais, de l'offre produit, de l'offre de service, mais qui va interroger réellement les conditions, par exemple, dans lesquelles on va produire tel ou tel produit. On parlait de la fast fashion ou slow fashion, mais voilà, donc ça, c'est un élément qui est important. La façon dont on va traiter ses fournisseurs, la façon dont on va traiter ses salariés, font partie effectivement de la relation, à mon avis, que le client attend aujourd'hui avec l'entreprise. Le deuxième point, mais qui rejoint effectivement ces tendances, c'est le fait que la relation client doit être de plus en plus basée en fait sur la confiance. Et le client va attendre en fait cette confiance. On l'a vu par exemple dans la polémique par exemple sur le prix des masques, hein, donc sur le fait que le prix des masques a été multiplié par 100, je crois, si je ne m'abuse pas. Et donc la question, c'est de savoir finalement, est-ce que les entreprises et les distributeurs en particulier, est-ce qu'elles font de la marge sur ces produits qui sont bien sûr devenus vitaux. Donc vous voyez, donc c'est cette notion de confiance, cette notion de relation qui n'est pas seulement transactionnelle, c'est-à-dire uniquement pour acheter un produit, un service, mais qui s'insère dans un système beaucoup plus large, un système qui va être aussi bien social, sociétal et politique.
Et c'est ça en fait qui peut changer radicalement en fait la relation qu'une entreprise peut avoir avec ses clients. C'est que elle peut être amenée finalement à revoir, à revisiter, dire, son modèle économique pour intégrer cela. Donc, bien sûr, ça peut avoir des conséquences sur le coût d'offre, ça peut avoir des conséquences sur les conditions qu'on offre, sur les services que l'on offre, et du coup, ça peut aussi amener à fragmenter finalement l'offre. Par exemple, on peut adapter son offre à différentes catégories. Là, on parle effectivement des personnes en situation de handicap, mais il peut y avoir d'autres critères sociétaux, par exemple des critères ethniques, par exemple. Et on voit apparaître ce qu'on va appeler le marketing ethnique. C'est une façon aussi de prendre en compte des différences qui, avant, finalement, étaient complètement ignorées par les entreprises, mais qui s'avèrent être fondamentales pour les catégories de population concernées, bien entendu. Et donc, vous voyez, c'est ça, en fait, qui peut qui peut évoluer. Et puis, un dernier point, pour terminer, pour ne pas être trop bavard, effectivement, Madame Mitane parlait de la réglementation tout à l'heure, en disant effectivement il y a des limites, et je suis tout à fait d'accord, peut-être qu'effectivement, pour le moment, quelque chose est obligatoire, peut-être ça va être fait de façon peut-être moins passionnée ou moins approfondie. Maintenant, on peut aussi se poser la question dans l'autre sens, c'est-à-dire s'il n'y avait pas eu de réglementation, par exemple, sur l'accès aux services ou sur l'accessibilité, par exemple, des lieux pour les personnes handicapées, est-ce que les entreprises l'auraient fait volontairement, en tout cas dans la proportion souhaitée, donc la totalité. Et donc c'est là où en fait cette question qui est assez récurrente dans la RSE, c'est est-ce qu'il faut laisser en fait les entreprises s'engager dans ces voies-là sur la base du volontariat, et donc à elles de décider s'il faut qu'elles s'adressent à des personnes sourdes malentendantes ou pas, ou est-ce que justement l'État, les pouvoirs publics doivent réglementer, en tout cas fixer un certain nombre d'objectifs ou de modalités pour justement susciter ces engagements qui peut-être ne pourraient pas être pris spontanément parce qu'ils coûtent cher, parce que ça rend peut-être un modèle économique non solvable. Et c'est vrai que par exemple, je pense que j'ai commencé en parlant des consommateurs. Si on prend par exemple le droit des consommateurs, le droit des consommateurs, ça n'a pas été, je dirais, ça n'a pas été quelque chose de facile, hein, et d'ailleurs les consommateurs n'ont pas encore tous les droits, et donc les acquis des consommateurs ont souvent été le fruit de luttes, et donc ça veut dire de relations assez conflictuelles avec les entreprises. Donc voilà, c'est pour ça que cette question de réglementation versus volontariat, à mon avis, reste d'actualité, d'autant plus en situation de crise, où les entreprises vont être confrontées à des choix à faire en termes d'investissement, en termes de redistribution, et ainsi de suite. Et donc, elles vont aller vers ce qui leur semble le plus essentiel. Donc, merci beaucoup, Mourad Atarsa, pour votre retour. Donc, Caroline Mitane, par rapport à votre entreprise, en quoi pensez-vous donc, que la crise sanitaire va avoir un impact au sein de la RSE? Je réponds encore à Mourad, désolé. Je suis entièrement d'accord avec vous sur la loi. Hein. Il la faut, et nous, on a multiplié par 3 le nombre d'entreprises accessibles. Donc, il le faut, bien évidemment. Je dis simplement, attention, parce que mettre en place des choses et après que finalement on soit oublié et puis que ce soit juste la rampe d'accès qui n'est pas entretenue, etc. Je fais juste attention à ça. Mais oui, évidemment, et c'est formidable qu'il y ait cette loi et ça évidemment donne une impulsion et ça donne cette obligation de rendre accessible. On est entièrement d'accord. Par rapport à la crise sanitaire, alors nous, on a subi l'injoignabilité des services clients classiques, entendants, où en fait les clients entendants n'ont pas respecté les services dédiés aux personnes qui en avaient le plus besoin. Ils nous ont complètement absorbés parce qu'ils n'arrivaient pas à joindre tel ou tel service et donc ils passaient par notre système de webcam ou chat pour pouvoir avoir des réponses. Donc nous, ça a été, comme beaucoup de personnes, mais une explosion d'une volumétrie pas possible. Donc une équipe très impactée, une équipe de personnes sourdes, donc en situation de handicap, qui s'est vue devoir gérer des entendants.
ça a été compliqué pour eux. Moi, je ne veux pas gérer des entendants. Déjà, je ne sais pas faire, je ne peux pas faire. Donc, ce que ça a révélé, on le sait, mais encore plus là, c'est cet accompagnement et l'isolement de ces conseillers sourds, notamment. J'en profite pour dire que le masque empêche la lecture labiale, donc c'est compliqué, donc ça les isole encore plus. Enfin, vraiment, il y a quelque chose d'assez violent aussi pour eux. Donc on a repensé notre façon de les accompagner, de les manager, bien sûr, comme dans tous les métiers, mais en prenant en compte cette problématique de je suis impactée par finalement, encore une fois, par l'extérieur, par les autres entendants. Donc ça a été compliqué et ce que moi j'ai vécu pour eux de difficile, c'est d'avoir subi un peu pas le non-respect, c'est pas ça, je vais pas le dire comme ça, mais cette agressivité des entendants qui par rapport à nos équipes dédiées qui étaient là à répondre comme ils voulaient. Des sourds, on ne pouvait pas leur répondre parce qu'on était débordés, et des clients entendants qui étaient quand même très agressifs parce qu'ils n'arrivaient pas à joindre leur enseigne. J'ai trouvé ça très violent et j'ai trouvé que c'était vraiment profiter de cet accès, de cette ligne dédiée. Voilà, donc on s'est retourné vers les enseignes, nos partenaires, nos clients partenaires qui n'étaient pas joignables pour leur demander comment on devait faire et comment on devait réagir. La moitié ont répondu, les autres forcément c'est compliqué, enfin ça fut compliqué, donc ils n'avaient pas de réponse à nous donner, mais on s'est senti quand même pas mal tout seul à devoir essayer de gérer et les clients entendants et les clients sourds. Donc finalement, il n'y a pas eu du tout d'accompagnement RSE ou d'intervention de qui que ce soit pour savoir si on s'en sortait ou pas. C'était compliqué, mais comme vous tous de toute façon. Merci beaucoup donc, pour votre retour d'expérience. Donc, on voit que la mise en place en fait la prise en compte de la RSE avec la crise sanitaire a été vraiment différente en fait, d'une entreprise à une autre. Donc, merci beaucoup pour les différentes réponses que vous avez pu apporter. Donc, maintenant, je vous propose qu'on réponde donc, avec Mélissa aux questions donc, des participants. Alors, vous m'entendez? Je ne sais pas si mon micro... Oui. D'accord, ok, pardon. Un sondage va vous être proposé dans la fenêtre tout en bas de l'image. Et vous allez pouvoir y répondre. Du coup, c'est pour avoir votre avis un petit peu sur la question. Je vous laisse y répondre. Et dans un deuxième temps, on a une question qui s'oriente sur la RSE. Elle nous vient d'Adeline. La RSE est de plus en plus intégrée aux réflexions stratégiques car elle devient différenciante. Comment peut-on mesurer les bénéfices et la valeur ajoutée concrètement? Je vais laisser l'intervenant de votre choix y répondre. Parce que je pense que vous avez peut-être des avis divergents ou convergents dessus. Moi, je peux commencer si vous voulez. Oui. Alors, justement, en fait, il faut bien avoir à l'esprit ces trois niveaux de RSE, parce que il y a un niveau, je dirais, en termes moral ou de valeur, simplement de société. Et à l'origine de la RSE, on parlait essentiellement de la responsabilité sociale des dirigeants, c'est-à-dire vraiment des individus, avant d'arriver à la personne morale de l'entreprise. Et c'était sur des bases justement de valeurs morales d'une société. Qu'est-ce qu'on met en avant? Et donc ça, cette dimension morale, elle existe toujours en fait, parce que derrière, par exemple, derrière nos différentes, lorsqu'on parle de l'éthique, ça renvoie à ça, ça renvoie à ces valeurs. Qu'est-ce qu'on met en avant comme valeur? La deuxième dimension est la dimension stratégique, effectivement, c'est comment je vais intégrer ces dimensions-là dans ma stratégie d'entreprise. Alors, c'est là où il peut y avoir un débat, parce que certains peuvent dire on instrumentalise ces valeurs. Et donc, on est sur le greenwashing, pour la communication, c'est ce que disait tout à l'heure Madame Brion, par exemple, sur le fait que avant c'était que de la com. Mais on peut aussi dire, on peut le faire de façon très, très sincère et de façon tout à fait, je veux dire, pour répondre à un besoin. Jérôme le dit, ça peut être aussi un facteur d'innovation, hein, parce qu'en fait, on peut innover en
en intégrant la RSE dans sa stratégie. Ça peut être un facteur de différenciation, c'est-à-dire montrer que l'on fait autre chose par rapport à ses concurrents. Et donc, ça peut être un élément très positif dans la stratégie. Et la troisième dimension, c'est la dimension qui est politique. Parce que la RSE, c'est effectivement, il y a des engagements, ça engage vis-à-vis de la société, et ça pose la question justement des priorités de la société. Et donc, c'est là où il peut y avoir une discussion sur, justement, sur la façon dont les entreprises utilisent la RSE. Par exemple, où on peut avoir des comportements un peu paradoxaux. D'un côté, par exemple, une entreprise va par exemple, faire de l'optimisation fiscale et donc priver les États de ressources fiscales, et de l'autre, faire par exemple des dons sous forme de mécénat, et donc promouvoir par exemple des causes comme le handicap ou l'enfance, voilà. Et donc des causes qui sont tout à fait nobles. Donc vous voyez, donc on peut arriver donc, il faut avoir trois dimensions. Sinon, on a une vision un peu appauvrie, je dirais, de la RSE, et instrumentale, à mon sens en tout cas. Je veux bien répondre aussi. En fait, nous, on a remarqué que quand on parle de situation de handicap, on va essayer de simplifier, adapter les choses. Et cette simplification et cette adaptation, en fait, très souvent, les managers, même le marketing, nous ont dit, ah oui, mais en fait, ce qu'on simplifie avec vous, on le simplifie pour plein d'autres gens. Donc, ça a un impact vraiment sur les autres, sur cette simplicité et cette adaptation. Donc, nous, on voit concrètement très souvent, dans la façon aussi, quand on est en mode interprétation, que ce soit les plateaux qui répondent, de prendre en compte le rythme des personnes. Voilà, bon, comme on traduit, on est sur une durée plus longue. On nous dit ça fait du bien de recevoir un appel venant de personnes sourdes parce que c'est autre chose et ça nous motive aussi. Donc l'impact qu'on a vécu dans le parcours client, dans la simplification, je crois qu'a vraiment apporté quelque chose au sein de beaucoup d'enseignes. Et du coup, pour répondre un peu à la question qui a été posée par Anne, elle a demandé si, selon vous, l'handicap est-il un réel engagement pour les entreprises, une richesse ou plutôt un quota obligatoire? Je pense que vous aviez partiellement répondu, mais je préférais qu'on éclaircisse le point un petit peu. Une richesse, enfin voilà, après il y a plus ou moins, mais c'est une richesse, faut jamais en douter. Après il y aura toujours des quotas, enfin voilà, mais c'est sans aucun doute une richesse. Ceux qui ne le voient pas sont pas à leur place dans la RSE. Enfin, voilà. On est d'accord. Je suis un peu violente, pardon, mais c'est vrai. Enfin, voilà, il faut un petit peu dire les choses. Pas... Voilà. Non, mais je suis d'accord sur ce point aussi, personnellement. Mais... du coup, je vais repasser la main à Émilie pour clôturer cette fin de session. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci beaucoup. Alors, donc, je tiens à tous vous remercier donc, pour le bon déroulement donc, de cette table ronde. Et nous espérons donc, que vous en avez appris donc, davantage sur la RSE et notamment donc, son application au travers d'une entreprise donc, qui porte dans sa raison d'être donc, le bien-être des personnes en situation de handicap. Donc, avant de clôturer, nous avons donc, au sein de notre groupe projet donc, le groupe Green Reality de notre formation donc, qui travaille donc, justement sur la conception donc, des solutions qui ont pour objectif de sensibiliser donc, aux enjeux environnementaux, multiculturels et des nouvelles technologies. Donc, n'hésitez pas à aller les suivre donc, sur les réseaux sociaux. Et donc, pour clôturer cette matinée, donc, je vous dis rendez-vous donc, à 14h avec Léonore qui animera donc, les 3 témoignages. Donc, à tout à l'heure et à 14h. Merci, Émilie, pour l'organisation. Merci beaucoup. Merci à vous. Stéphanie et Nora, bonne journée à vous. Merci. Merci. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.